comment le bacille de la tuberculose arrive à créer d'autres organes, arrive dans d'autres organes que le poumon. C'est toujours au niveau de cette phase de primo-infection, de cette phase de tuberculose infection, où on a cette phase anti-allergique où les systèmes immunitaires ne sont pas encore mis en place et que à partir du ganglion satellite, certaines cellules, certains bacilles vont migrer par voie lymphatique ou par voie sanguine vers d'autres organes et ils vont créer d'autres foyers dits secondaires. On a le foyer primaire au niveau du poumon et ils vont créer d'autres foyers secondaires, particulièrement au niveau des séreuses, c'est-à-dire la plèvre, le péricarde, le péritoine, au niveau de l'os, du foie, des reins. Et ce sont ces foyers secondaires qui vont être responsables plus tard des tuberculoses dites extrapulmonaires. On va expliquer ça. Et une fois la réponse immunitaire est installée, donc le système immunitaire va entraîner ce qu'on appelle une guérison dite fibreuse, va circonscrire aussi bien le foyer primaire, le champ d'inoculation, que les foyers secondaires au niveau des séreuses, os, foie et autres. Et au niveau de ces foyers secondaires, il y aura des bacilles dits quiescents. Et c'est cette phase qu'on appelle l'infection tuberculeuse latente, c'est-à-dire le Mycobacterium tuberculosis est là, le foyer est là, il est circonscrit avec des bacilles de type D, c'est-à-dire des bacilles quiescents, dormants, et qui attendent une défaillance immunitaire pour se multiplier de façon très importante et disséminer et donner ce qu'on appelle la tuberculose maladie. Donc finalement, dans la tuberculose, il y a la tuberculose infection, il y a l'infection tuberculeuse latente et il y a la tuberculose maladie. Voilà, le schéma est le suivant. Diffusion sanguine, foyer secondaire. Donc, la dissémination des bacilles au cours de cette phase, elle explique les tuberculoses aiguës post-primaires, qui sont des tuberculoses hématogènes. Elles apparaissent au cours de la phase anti-allergique, et particulièrement chez les enfants, et elles sont responsables d'une méningite de miliaire aiguë tuberculeuse de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va faire une tuberculose infection et immédiatement, il va faire une tuberculose maladie. Il ne va pas passer par l'infection tuberculeuse latente. Cette dissémination des bacilles explique aussi toutes les localisations extrapulmonaires de la maladie. Ça veut dire qu'une tuberculose ganglionnaire, une tuberculose péritoniale, ostéoarticulaire ou autre, c'est une tuberculose en général qui survient après une phase d'infection tuberculeuse latente. Nous passons à un autre chapitre qui est comment cette infection tuberculeuse latente va créer une nouvelle source de contamination. Donc la formation d'une caverne tuberculeuse pulmonaire, c'est-à-dire une tuberculose pulmonaire maladie cette fois-ci, elle peut être provoquée par une réinfection exogène, ce qu'on appelle un comptage massif. C'est-à-dire quelqu'un qui est en infection tuberculeuse latente et qui, plusieurs années ou plusieurs mois après sa tuberculose infection, il va être contaminé de façon massive. Et qui dit contaminé de façon massive, c'est-à-dire le foyer qui était quiescent va devenir actif. Et c'est ce qu'on appelle une tuberculose maladie. Et cette multiplication avec un caséum, le caséum se ramollit et les bacilles se multiplient de façon rapide et ils vont déborder les défenses ganglionnaires
ils disséminent dans l'organisme par voie lymphatique ou par voie hématogène. Et ça, ce mode de transformation vers la tuberculose maladie, ce mode est le plus fréquent dans les pays à forte prévalence comme le Maroc. Nous avons un autre mode qui est ce qu'on appelle la réactivation endogène des foyers pulmonaires quiescents. C'est-à-dire que le patient n'a pas été contaminé encore une nouvelle fois, mais vu que le patient a fait une défaillance immunitaire, donc les foyers quiescents vont devenir actifs, et ça c'est la situation la plus fréquente, c'est des sujets très immunodéprimés. Voilà. Nous allons voir maintenant les facteurs de risque pour l'infection et la maladie. C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes, est-ce qu'on est tous égaux pour faire une infection? Donc, le risque d'infection est favorisé par, c'est-à-dire le passage du sujet sain au sujet infecté, est favorisé par le contact étroit et prolongé avec un malade. C'est ce qu'on appelle, vous avez dû l'entendre beaucoup dans les services, dans les stages hospitaliers, ce qu'on appelle la notion de comptage. La notion de comptage exige un contact étroit, prolongé et contaminant, c'est-à-dire je suis contaminé par un sujet qui est contagieux. Et le sujet contagieux, ça veut dire qu'il y a une tuberculose pulmonaire active, bactériologiquement confirmée. Ce risque d'infection est favorisé par un logement surpeuplé, mal ventilé et non ensoleillé. Les facteurs de risque qui vont favoriser le passage de l'infection à la maladie, c'est-à-dire est favorisé par les facteurs précédents qu'on a dit tout à l'heure, mais surtout les défaillances immunitaires. Les défaillances immunitaires ne veulent pas dire obligatoirement les défaillances majeures, type traitement immunosuppresseur, infection par le VIH, mais tous les déséquilibres immunitaires plus ou moins importants, tels qu'au cours des infections virales chez les diabétiques, en cas de corticothérapie prolongée, en cas de malnutrition. Vous devez savoir que ce passage de l'infection à la maladie n'est pas obligatoire. Donc ce passage se fait dans une proportion de 5 à 10%. Ce qui est communément connu, c'est qu'un sujet infecté a 5% de risque de développer la maladie, 5 à 10% de risque de développer la maladie, pardon. À 5% de risque de développer la maladie au cours de la première année, et il a 5% de risque supplémentaire de développer la maladie sur tout le reste de sa vie. C'est ce qu'on appelle le lifetime risk, c'est-à-dire qu'un sujet, lambda a 10% grossièrement de risque de développer, un sujet infecté a 10% de risque de développer la maladie sur toute sa vie. Par contre, c'est le sujet VIH, le sujet infecté par le VIH, il a 5 à 8% de développer la maladie chaque année. C'est un risque annuel. Et chez les enfants de moins de 1 an, ils ont un risque de 43% de développer la maladie. Et chez les enfants contacts qui ont entre 1 et 5 ans, ils ont un risque de 24% de développer la maladie. Donc, à retenir, les stades de la maladie sont les suivants. La tuberculose infection,
anciennement appelée primo-infection tuberculeuse. Vous pouvez toujours la trouver dans certains écrits. Donc, c'est la réaction de l'organisme au premier contact avec le BK ou bacille de Koch. La deuxième phase, c'est la tuberculose. La deuxième phase, c'est la tuberculose latente, ce qu'on appelle l'infection tuberculeuse latente. C'est une période qui se trouve entre la tuberculose infection et la tuberculose maladie. La troisième phase, c'est la tuberculose maladie et c'est l'ensemble des manifestations secondaires du BK, qu'elles soient pulmonaires ou extrapulmonaires. Donc, nous allons voir un petit peu un chapitre intéressant qui est pourquoi la tuberculose persiste. La tuberculose persiste dans beaucoup de pays, particulièrement en raison de la pauvreté. Lorsque les ressources des familles sont faibles, lorsque les ressources des États sont faibles, avec réduction des budgets sociaux, lorsqu'on a une précarisation sociale, c'est-à-dire des personnes âgées sans ressources, des personnes sans abri, des réfugiés. Donc tous les maux du monde moderne actuellement peuvent favoriser le développement et surtout la persistance de la tuberculose. L'accroissement démographique associé à l'urbanisation non maîtrisée, avec création des ceintures de pauvreté, c'est ce qu'on dit dans toutes les villes, il y a des quartiers très pauvres où l'accès aux services sociaux, aux services de santé sont très faibles, où il y a une pauvreté, où il y a un surpeuplement. Troisième facteur qui est aussi important, qui est de plus en plus important depuis ces 2 ou 3 dernières décennies, c'est ce qu'on appelle les migrations humaines, l'épidémie de VIH et SIDA et les dysfonctionnements des systèmes de santé. Et juste pour vous dire que, imaginez les pays où on a et la pauvreté, et la précarisation sociale, et les ressources faibles des familles, et les budgets de santé des États sont faibles, et l'infection VIH, ce qu'on appelle le duo mortel ou le couple mortel, c'est-à-dire l'association sida-tuberculose. Nous passons au dernier chapitre de l'épidémiologie, c'est le poids de la tuberculose au Maroc et dans le monde. Vous devez savoir que dans le monde, il y a plus de 1,7 milliard de personnes qui sont infectées dans le monde. Et ça, ce sont des statistiques de l'OMS 2019. Avec 10 millions de nouveaux cas de tuberculose maladie chaque année. Vous devez savoir que parmi ces 10 millions de nouveaux cas, il y a 1 480 000 décès, dont 200 000 porteurs de VIH. C'est une des 10 premières causes de décès dans le monde. Dans le monde, la tuberculose pose de gros problèmes, 2 problèmes majeurs, qui sont l'augmentation des cas de co-infection VIH-tuberculose. 8,2% des cas de tuberculose dans le monde sont infectés par le VIH et l'augmentation de la mortalité due à la tuberculose. Deuxièmement, et ça c'est un fléau qui est de plus en plus compliqué, qui est l'augmentation des résistances du bacille aux antituberculeux. En 2019, on a comptabilisé 500 000 cas de tuberculose multirésistante. Au Maroc, au cours de la dernière décennie, l'incidence de la tuberculose est restée relativement stable, avec à peu près 30 000 nouveaux cas par an. Ça, c'est les statistiques de 2019, avec une incidence annuelle de 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La tuberculose touche, dans les 2 tiers des cas, dans 64% des cas, les personnes jeunes de 15 à 45 ans, plus les hommes que les femmes, et elle touche les enfants dans 7% des cas. Les enfants, c'est entre 0 et 14 ans. Et la tuberculose extrapulmonaire compte à peu près pour 48% des cas. Je vous remercie.